Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Un fauteuil pour 3 à Vauvert ce soir sur le plateau de TV Sud Camargue-Cévennes. Les 3 candidats à l'élection municipale débattent, l'occasion de développer leurs programmes respectifs pour le maire sortant UMP Gérard Guéraud, Jean Denat, le vice-président socialiste du Conseil général du Gard, et Jean-Louis Maisonnet, candidat soutenu par le Front National. Morceau choisi avec Alain Delon. Ils sont 3 candidats à l'élection municipale de Vauvert. UMP, PS, CFN vont se disputer le siège de maire. Ils se sont confrontés au face-à-face sur le plateau de TV Sud. Alors, Vauvert, c'est 11 000 habitants, une croissance régulière. C'est une des capitales de la tradition camarguaise. La sécurité, l'emploi et le développement économique, ainsi que la fiscalité, ont été les thèmes retenus. Je trouve qu'apprendre à 19h que le lendemain matin, le ministre annoncera que votre village, votre ville va être classée en zone de sécurité prioritaire, je trouve déjà que la méthode était un petit peu déplacée. Faites preuve d'humilité, parce que je pense que vous étiez adjoint à la sécurité, et c'est le pire moment qu'ont connu Vauvert. Donc je veux dire encore, et oui, monsieur Donat. Et voilà, c'est sur les brèves. Mais on peut faire preuve d'humilité, de responsabilité. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que pendant 12 ans, vous avez fait, et vous, quand vous y avez été, qu'est-ce que vous avez fait, c'est que vous étiez adjoint à la sécurité, vous aviez la responsabilité de ça. C'est pour vous dire simplement, faites preuve d'humilité. On est en panne parce qu'on ne sait pas recevoir les gens. J'avais l'autre jour un chef d'entreprise qui me disait, écoutez, le maire de Vauvert, il est passé devant chez moi depuis plus de 12 ans. C'est une entreprise de 26 salariés qui fabrique des prototypes de citernes. Il me dit, il n'est jamais rentré. Il ne sait même pas que j'existe. On n'a jamais été reçu en mairie. Le soir, ce sont des hordes de gens désœuvrés qui envahissent la place du Griffe. Et il n'y a plus personne. Les cafetiers me disent... Ça fait sourire, monsieur le maire. Non, mais je sais qu'il sourit, mais il voit pas. Il ne voit pas les choses. Voilà, lui, il est dans son truc. Il est sous le sable, la tête sous le sable. En 2008, 16 votes ont séparé la liste UMP-PS, permettant à Gérard Gaillou d'être élu. Le grand débat des candidats à l'élection municipale de Vauvert, c'est ce soir à 20h50 sur TV Sud. Un mot de sport et le Nîmes Olympique qui s'est incliné vendredi soir face à Clermont Foot 63, 1-1. C'est le pénalty réussi du Clermontais Yanis Salibur qui a mis fin à une série de 5 matchs sans défaite pour les Crocos. Résumé de la rencontre, Christophe Chez. Moins de 2 mois après son dernier échec à 3, le Nîmes Olympique de René Marceglia a connu vendredi soir à Clermont-Ferrand sa 2e défaite depuis le début de l'année. Auteur d'une bonne entame de match, les Crocos se créaient les premières occasions, la frappe d'Anthony Koura étant détournée en corner par le portier clermontois dès la 7e minute de jeu. 8 minutes plus tard, les hommes de Régis Brouard s'installaient dans le camp Croco, Nkololo adressant un tir cadré, forçant Merville à se coucher sur la balle. Profitant des insuffisances des Crocos dans le jeu long ou sur le manque de qualité de transmission de balle, les Auvergnats conservaient le ballon sans que Saadi ne trouve toutefois le cadre. Une domination stérile qui allait trouver une conclusion heureuse pour les locaux, l'arbitre Ben El Hadj sifflant un pénalty litigieux pour une faute de main peu évidente de Poulain à la lutte avec Saadi. Un cadeau à quelques secondes de la pause, converti en but par un très remuant Salibur. De retour des vestiaires et avec un but de retard, les Nîmois allaient bien tenter de revenir dans la partie, encore une fois par l'intermédiaire de Koura, titularisé en l'absence du buteur Ben Méziane, avec cette frappe trop croisée à la 48e minute. On était dans une série de matchs négatifs sur l'aspect comptable et voilà, donc on était à la recherche de cette victoire. Alors après c'est une victoire tirée par les cheveux, on a senti beaucoup de tension dans ce match, une entame de match un peu difficile, compliquée. Un match nul que les Crocos auraient pu accrocher dans les derniers instants avec cette magnifique reprise de Jean-Alain Fanchon, boxé par Farnol à la 88e minute. Match très moyen, on a été moyen de partout mais on l'accepte et puis... Autant, je pense qu'il faut qu'on garde la lucidité comme nous l'avons eu jusque-là. Score final 1-0 et un prochain déplacement vendredi à Caen. Un match très important qui permettra de jauger la capacité de réaction des Crocos qui ne se sont jamais imposés sur la pelouse de Michel Dornano. Voilà, le Nîmes Olympique qui se déplace donc à Caen vendredi pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Et on termine ce journal avec les images de la soirée de réouverture de la Chouraskaya. Après 6 mois de silence, la boîte mythique s'est à nouveau animée samedi soir à l'occasion de la 400e de l'émission Noir et Blanc. La Chou a donc renoué avec la fête. Les repreneurs du lieu, Mikis Mansouri et Nicolas Delprat l'assurent, même si les gérants ont changé, l'ambiance, elle, restera la même. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard.
Les jeunes aficionados se disent exaspérés. Ils ont demandé à rencontrer le préfet du Gard. La saison taurine débute à peine, mais face à la mobilisation régulière des anti-corridas, ils ont décidé de réagir. Le week-end dernier, une centaine de manifestants a tenté de perturber la Primavera à Nîmes. Le week-end précédent, c'était le printemps des jeunes aficionados à Saint-Gilles. Le lendemain, le conseiller général et municipal nîmois Laurent Burgois en avait appelé au préfet du Gard. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de jeunes gens de la région qui signent une lettre. Ces jeunes aficionados réclament un rendez-vous avec Didier Martin pour faire le point sur cette situation. Écoutez. Après Saint-Gilles, des jeunes qui m'ont contacté, qui m'ont dit voilà, il faut qu'on bouge maintenant, on ne peut plus supporter, on ne peut plus tolérer et laisser faire cette saison, encore une fois, les anti-corridas venir devant les arènes, nous obliger à être parqués comme de vulgaires délinquants pour faire des parcours du combattant pour aller jusque dans nos arènes. Nos arènes et surtout les laisser se faire taguer et dégrader la nuit. Tout ça a fait que il y a eu un mouvement de solidarité entre les jeunes. On est tous conscients que le jour où ils réussiront à attaquer et à mettre par terre la corrida, derrière ça sera la course camarguaise et derrière ça sera tout ce qui est ferrade, tout ce qui est la vie des manadiers. Je crois qu'il y a un réel danger sur ça et la jeune génération qui est la nôtre en prend conscience. Donc il fallait réagir. La Primavera, c'était ce week-end, donc à Nîmes. Près de 4500 personnes ont assisté aux démonstrations et animations de découverte de la tauromachie. Une manifestation qui est en pleine refonte. Reportage Alain Belon, Christophe Chay et Olivier Michel. Avec le retour des beaux jours, la culture taurine joue la carte de l'ouverture et de la pédagogie. Une semaine après le printemps des jeunes aficionados proposé à Saint-Gilles, la Primavera des aficionados a réuni plusieurs milliers d'aficionados et de curieux aux arènes de Nîmes. Nouveaux Nîmois, les nouveaux Gardois puissent aller aux arènes, entrent dans les arènes, sur la piste des arènes d'ailleurs, dans le cadre des ateliers, et puissent avoir une sensibilisation intelligente, précise, technique et pédagogique à la corrida, qui est une forme de tauromachie essentielle pour nous. Un week-end en marge duquel la question de l'union a été sur toutes les bouches. Suite à la suspension en 2010 de la commission taurine extra-municipale et de la sortie de la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard, les deux manifestations de promotion de la tauromachie se retrouvent aujourd'hui face à la réalité du calendrier électoral, avec des candidats favorables à la reformation d'une CTEM et d'un seul événement d'initiation aux arènes de Nîmes. Chacun des deux groupes, la coordination d'un côté et le collectif de l'autre, se unissent sur leurs intérêts qui est celui des aficionados. Le seul intérêt qui compte est celui des aficionados. Le maire a annoncé, le candidat Jean-Paul Fournier a annoncé qu'il souhaitait qu'il en soit ainsi, eh bien, amen. La coordination, qui a rencontré et questionné 6 des principaux candidats à la mairie de Nîmes, se déclare aujourd'hui prête à jouer un rôle unificateur en rassemblant toutes les sensibilités taurines. C'est simplement une question de rencontre et de volonté. À l'origine, on avait rencontré, à l'époque il y avait peut-être des intérêts qui étaient divergents, mais maintenant je crois que rien ne s'oppose pour qu'on se rencontre et qu'on puisse discuter d'organiser une unique manifestation ensemble. Et côté piste, c'est bien là le plus important. Après les ateliers découvertes et initiation du samedi, c'est l'Arlésien Pierre Maillan qui a triomphé avec la manière lors de la classe pratique du dimanche matin, tout comme l'après-midi le Landais Louis Husson, fort convaincant face au bétail de Marie-Sara. Et en dehors des arènes, c'est la feria de l'image qui se prépare. Cette année, les thèmes retenus sont l'homme, l'environnement et le monde de la mer. Différents lieux seront proposés aux visiteurs à Nîmes, voire dans le reste du Gard. Des ateliers pratiques et des projections de courts-métrages documentaires en présence des réalisateurs sont proposés à l'auditorium Atria, un festival international de l'image où seront présents amateurs et professionnels de la photographie et de la vidéo. Écoutez. Nous souhaitons faire de ce festival un festival porteur de l'image de notre ville à travers le monde entier. Il y a des photographes et des réalisateurs très connus qui vont venir sur le monde marin. Balesta qui va venir, qui parlera des sélacantes. Il y aura Alba Michon qui nous parlera du piège blanc, je crois, c'est cela. Et puis nous aurons une figure emblématique aussi au niveau du festival, c'est Daniel Herrero, l'ancien international de rugby. La deuxième édition de la Feria de l'image aura donc lieu du 19 au 26 octobre 2014 à Nîmes. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et on commence avec la colère des exploitants agricoles de Camargue et en premier lieu les riziculteurs. Ils étaient plus de 300 en tracteur ou en camion chargés de foin et de riz accompagnés de plusieurs centaines de moutons
pour défendre l'agriculture provençale à l'appel des syndicats agricoles. Le cortège est parti d'Arles en direction de Nîmes, véritable opération escargot qui a bloqué la circulation sur l'A54 pendant une partie de l'après-midi. Les manifestants dénoncent les orientations du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, notamment en matière de négociations européennes, des choix qui menaceraient les riziculteurs, les éleveurs d'ovins et remettraient en cause l'ouverture de la politique agricole commune aux productions méditerranéennes. Écoutez. Je ne suis pas riziculteur, je suis éleveur de taureaux, mais enfin, je suis solidaire des riziculteurs, comme des gens qui font du bouton, comme tous les agriculteurs, parce que là, ils sont en train de nous assassiner. Aujourd'hui, on manifeste parce que le ministre Le Foll a complètement sacrifié la riziculture. Aucun soutien dans la nouvelle réforme de la PAC qui arrive. Donc on sait qu'on ne pourra plus faire de riz. Et dans notre espace camarguais, si on ne fait pas de riz, on ne peut plus rien faire. Malheureusement, je l'imagine, ça s'appellera un désert de sel l'été et des marais salants l'hiver. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. On a besoin d'économie en France, on a besoin d'emplois. Et donc la riziculture aujourd'hui, c'est 2000 emplois, directs et indirects. Donc on veut de l'économie. Ben, la riziculture, c'est la tête de pont de toutes les exploitations agricoles de Camargue. Si on ne fait pas tous les 3 ans, 2 ans de riz, le sel remonte, on ne peut plus faire de culture. Et si on ne peut plus faire de culture, il ne faut pas oublier qu'un hectare de riz prend 2 fois plus de main-d'œuvre qu'un hectare de culture sèche. Donc attaquer la rizière, c'est attaquer l'emploi. Donc on ne comprend pas. Tout est fait à l'envers. On se demande si on a un ministre vraiment qui a des connaissances en économie. Aujourd'hui, c'est une réussite, on est avec les éleveurs, on est solidaires et on est dans la même situation. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de riz, il y aura moins d'élevage et s'il y a moins d'élevage, la Camargue deviendra un désert. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics prennent en compte cette spécificité. La Cour d'appel de Nîmes est-elle réellement sauvée alors que le 25 février dernier, devant le Sénat, la garde des Sceaux avait laissé entendre que l'institution judiciaire vivrait. Les magistrats, eux, restent vigilants. Le rapport de la commission Marchal préconise sa fermeture et cette Cour d'appel couvre les tribunaux de l'Ardèche, du Gard, de la Lozère et du Vaucluse, des secteurs qui seraient couverts par les cours de Montpellier, Aix-en-Provence et Lyon. Cette fermeture pourrait en amener d'autres. Écoutez. Le justiciable y perdra en termes d'éloignement de son lieu de justice et en termes de délai aussi, puisqu'à l'heure actuelle, la Cour rend ses décisions dans des délais qui sont en dessous de la moyenne nationale, alors que si les contentieux sont reportés sur des cours hyper encombrés comme Aix ou comme Montpellier, les délais de rendu des décisions, au lieu d'être à moins d'1 an, voire 8 mois des fois, seront à 3-4 ans. Nous aimerions recevoir de Madame la garde des Sceaux, à qui nous avons écrit, l'association l'AMCAN a écrit une lettre au garde des Sceaux pour justement lui demander de prendre un engagement ferme et précis, de nous assurer, de nous rassurer, de nous assurer que la Cour serait maintenue à Nîmes de plein exercice. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de réponse de Madame la ministre de la Justice. Un rassemblement est prévu lundi 17 mars à 11h30 sur le parvis du Palais de la Justice à Nîmes. La temporade camarguaise de Beaucaire a été dévoilée en début de semaine. Parmi les temps forts de cette saison, les 4 journées de la Palme d'Or, bien sûr, mais aussi le retour à la compétition de la Manade Laurent à l'occasion de la première course du Muguet d'Or. Une véritable rédemption pour Henri Laurent, le propriétaire de cette manade qui avait dû procéder à l'abattage sanitaire de tout son élevage. C'était en 2005. Écoutez. On va faire le grand saut avec les As et commencer par Beaucaire, c'est tout un symbole dans les arènes Paul Laurent. La ville, c'est ma ville et mes arènes de toujours. Ce sera pour les 70 ans de la manade, c'est quand même un bail aussi. 70 ans au service de cette passion, parce que c'est une passion. On ne peut pas élever des taureaux sans avoir la passion, en souhaitant que les raseteurs soient bien aussi, comprennent qu'il ne faut pas trop bousculer le cocotier et que le 70e anniversaire de la manade, 44-2014, se passe bien toute l'année. Voilà, et la première course aura lieu le 6 avril prochain à Beaucaire.
Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le chantier du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier a débuté en octobre dernier. Il s'agira de la première ligne à grande vitesse mixte pour les voyageurs et pour le fret en France. Le président du Conseil général du Gard est venu sur le terrain aujourd'hui pour faire un bilan sur l'avancée des travaux et des emplois. À ce jour, plus de 70 personnes ont été recrutées. Le point avec Alain Belon. Le contournement Nîmes-Montpellier avance. 70% de la voie ferroviaire est tracée. Pour le constater, le président du Conseil général du Gard s'est rendu sur le terrain. Il a dressé le premier bilan sur l'emploi décidé à la signature de la convention. C'était d'avoir 7% déjà d'insertion de RMI à l'époque, de RSA aujourd'hui socle, qui soit prise sur ces chantiers. C'est respecté. C'était aussi de dire que 20% seraient des PME, des petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, sur 19 entreprises qui ont fait cette base de travaux ici à Nîmes, 15 sont gardoises. Donc ça donne du travail. C'est aujourd'hui 1300 agents qui sont déjà sur le site et on attend une montée en puissance en 2000 agents sur emploi direct, plus 2000 emplois indirects. Un chantier réalisé en plusieurs étapes, dont la première est le terrassement, ainsi que la construction d'ouvrages d'art hydrauliques et assainissement. Avec un ouvrage d'art tous les 500 mètres, on en comptera à la fin du chantier 188. Pour cela, des emplois spécifiques sont créés. Nous avons à peu près comme objectif d'embaucher 400 personnes, qui évidemment seront des gens locaux pour l'essentiel, des gens soit déjà formés, soit des gens que nous allons former de toutes pièces à ces métiers de la construction. Alors pour répondre à votre question, ce sont des conducteurs d'engins, des terrassiers, des coffreurs, des bancheurs, des maçons, et tout ça à partir d'en ce moment, puisque les besoins y sont aujourd'hui. Pour la suite du chantier, cela sera l'équipement ferroviaire. Il sera réalisé fin 2016 pour être livré en octobre 2017. En sport maintenant, la 15e journée de Ligue féminine de handball face à Nantes a été très difficile pour les Nîmoises. Les Nantaises ont pris l'avantage dès la première minute de jeu. Les joueuses de Christophe Chagnard ont parfois égalisé sans jamais les surpasser. Pourtant, la victoire s'est jouée d'un seul point, marqué par Nantes 10 secondes avant le coup de sifflet final. Score final donc 24-25. Les Nîmoises sont lanterne rouge du classement avec seulement 20 points. On a toujours été derrière. Et on joue en réaction, quoi. Et on n'arrive pas à imposer notre jeu. On est en réaction à la fin. Alors c'est vrai qu'à la fin, dans les 10 dernières minutes, les filles ont tout donné parce qu'elles se sentaient en danger. Mais ça ne suffit pas pour gagner un match. On est dernier, on va certainement partir en plaidant, on avait 0 points. Ce qui va être très compliqué. Il va y avoir 6 matchs. 6 matchs où il va falloir tout donner pour s'en sortir. Pour s'en sortir et rester en première division. Mais bon, c'est vrai qu'on est malade, quoi. Et en football, les Crocos ont à cœur de se rattraper après leur défaite à Clermont-Ferrand. Ils se déplacent à Caen vendredi 20h pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Regardez. Et s'attendre qu'à un moment donné, le groupe s'essouffle un petit peu, mais j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie cette semaine à l'entraînement et une réelle envie de se réhabiliter surtout. Pas Clermont qui doit nous démunir, qui doit nous décourager, bien au contraire. Moi je pense que c'est une défaite qui doit être salutaire et qui doit simplement nous rappeler que ça va être dur jusqu'au bout. La romanité, c'est aussi la science de la teinture des vêtements et l'encre pour les écrire. Pour ne pas perdre certaines techniques inventées il y a près de 2000 ans, le Pont du Gard propose des ateliers de fabrication de couleurs où parents et enfants retrouvent certains gestes antiques. Regardez. Les plantes ont différentes vertus et à l'atelier famille au Pont du Gard, on a appris la fabrication des couleurs pour la teinture sur tissu, mais aussi l'encre pour écrire. Le tout à la méthode romaine. On a évoqué notamment la garance voyageuse qui fournit un magnifique rouge qui était utilisé donc dans les temps anciens et notamment pendant l'Antiquité. Cette démarche-là d'être dans une présentation, une découverte, des choses auxquelles on ne fait pas attention tous les jours et là désormais parce qu'on va pouvoir faire des choses, on est un petit peu dans une démarche d'ethnologie pour le coup, parce que ces plantes jadis elles étaient utilisées, elles servaient à faire des choses. Entre autres des teintures, des encres, mais aussi à soigner, à plein d'autres choses. Donc on est vraiment là dans la démarche des recettes de grand-mère.
Ingrédients, eau, casserole, passoire sont des éléments indispensables pour une recette particulière. On met de la carbonate de soude, de l'hydrosulfite et la poudre d'indigo. On a fait du jaune qui était le bois de cotinus et on a fait du vert qui était les baies de nerprin. Il fallait broyer dans une sorte de bol et avec une sorte de bâton. On devait broyer les baies avec de l'eau chaude. Et voilà. Des recettes plus ou moins longues où l'on doit mélanger plantes et parfois pierres d'Alain, sans oublier pour la fabrication un brin de patience. Non, on n'a pas encore fini donc on ne sait pas, mais c'est pas compliqué. Un petit peu, oui, c'est facile. Avec un final tout en couleur, avec de la laine teintée et de l'encre d'écriture, ce qui a permis aux fabricants en herbe de prendre des notes.